Robert Redford a longtemps été vu comme le gentleman par excellence d'Hollywood. C'est en tout cas l'image que tout le monde s'en faisait. Pourtant, le temps a le don de démasquer les apparences. À 88 ans, sans plus rien à défendre, il a enfin dévoilé l'envers du décor de sa longue carrière. Il a évoqué ces acteurs qui monopolisaient les tournages avec leur ego surdimensionné, ces célébrités qui forçaient des réécritures complètes de scripts juste pour briller davantage, et ses confrères qui reléguaient réalisateurs, techniciens et même costards au rang d'objets interchangeables. Pour la première fois, Redford a désigné les 7 acteurs qu'il avait le plus mal supportés, et les motifs qu'il avance mettent en lumière les gangrènes enfouies d'Hollywood bien plus que n'importe quelle soirée de gala étincelante. Tom Cruise, le film maudit dès sa genèse. Quand Robert Redford accepta de collaborer avec Tom Cruise sur Lion-Forlan, nombreux étaient ceux qui y voyaient un tandem idéal. Redford, le sage d'Hollywood, expert en subtilité contenue, et Cruise, la machine à succès de sa génération, enfin associés à l'écran. Mais ce qui promettait une alliance mémorable se mua en l'un des plus cuisants regrets de Redford. Dès le premier jour, il pressentit le désastre. Cruise n'était pas seulement la vedette, il en était le producteur via son studio United Artists, tout juste ressuscité. Cela lui conférait un pouvoir absolu. Et Redford, qui avait édifié sa filmographie en tant que réalisateur sur l'autonomie et la sincérité, se heurta brutalement à un allié obsédé par la promo, l'apparence et la maîtrise totale. Au départ, Redford envisageait Denzel Washington pour le rôle du sénateur Jasper Irving. Mais United Artists trancha pour Cruise, dans l'espoir de relancer l'affaire grâce à une superstar. Cruise débarqua avec son cortège de communicants et de conseillers, plus une escouade de stratèges politiques en permanence sur le plateau pour peaufiner son interprétation. Redford fut sidéré. « Attends un peu, Tom », lui lança-t-il, se rappelant plus tard. « Ce n'est pas ainsi que je conçois ce film, et encore moins avec ces intrus dans mon cadre. » Le clash fut fulgurant. Redford visait un récit épuré et pressant, une méditation sobre sur les ratés politiques en pleine guerre d'Irak. Cruise, lui, abordait chaque plan comme une pub électorale. Il veillait aux angles de prise de vue, à l'éclairage, à sa posture, résolu à incarner force et autorité. Redford fut abasourdi par cette fixation esthétique. Pendant les répétitions, Cruise réclamait des stylistes sur site pour maintenir sa ligne impeccable durant les échanges. Il bataillait sur les posters, exigeait des variantes de ses plans réactions, jusqu'à la milliseconde d'un coup d'œil. Redford, qui avait jadis mis 3 jours à roder une scène silencieuse pour Ordinary People, en demeura pantois. « Je cherchais à y insuffler de la fragilité », confia-t-il ensuite. Lui, il y voyait de la symétrie. L'abîme se creusa, insurmontable. Pour Redford, narrer une histoire, c'était traquer l'authenticité. Pour Cruise, c'était dominer. Les aléas de la production envenimèrent tout. United Artists imposa un planning expéditif, le film bouclé en moins d'1 an. Le budget était rogné, le scénario perpétuellement remanié, et le plateau vira à la poudrière. Même Meryl Streep, l'incarnation du professionnalisme, finit par craquer. Un technicien se souvient, on en était à des pancartes avec ces lignes écrites dessus. Meryl les avait jetées. Elle pianotait sur son Blackberry. Bob a pété un câble. L'air était électrique. Redford, déjà usé par le contrôle maniaque de Cruise, assista à l'implosion ambiante. Ce drame politique censé être introspectif se réduisit à une joute d'ego incessante. À sa sortie, les critiques se déchaînèrent. Lion-Forlan fut taxé de verbeux et pompeux, et s'écrasa au box-office. Pour Redford, la blessure allait au-delà de l'échec. C'était la confirmation de son intuition initiale. Dès le début, tout était scellé, avoua-t-il par la suite. Le film avait été saboté par le mercantilisme, dépouillé de son essence. Cruise enchaîna sur d'autres mastodontes. Redford, mortifié, occulta l'épisode. Ils ne se recroisèrent plus jamais. En privé, Redford résuma l'affaire avec une franchise acérée. « On fait du cinéma où on balance une réclame politique », lança-t-il un jour à un collaborateur, au paroxysme de l'agacement. Pour lui, jouer, c'était sonder la vérité, fût-ce ses aspérités. Pour Cruise, c'était régenter, coder, charmer l'auditoire sans lui laisser le loisir de cogiter. Ce qui pouvait être un pont entre générations, l'union de 2 titans, tourna à la leçon. L'un voulait exprimer,
dit Redford à ses intimes. L'autre, monétisé. Point final. Ils ne rempilèrent pas. Paul Newman. La complicité virant à la concurrence. Pour des millions de fans, Robert Redford et Paul Newman formaient le duo mythique d'Hollywood. Butch Cassidy and the Sundance Kid, suivi de The Sting, avaient forgé leur association en l'un des plus chéris du 7e article. Leur complicité semblait si organique, si aisée, que le public les imaginait potes à vie. Mais sous cette façade idyllique couvait une liaison piquée de friction, d'envie et de griefs muets que Redford n'effaça jamais tout à fait. Lors du casting de Butch Cassidy and the Sundance Kid par George Roy Hill, le studio ne misait que sur Newman. Redford, quasi inconnu, passait pour un coup de poker. Ce fut Newman qui plaida pour le garder. Ce coup de pouce propulsa Redford au firmament. Mais il sema aussi un déséquilibre. Newman, l'icône établie, trônait en maître. Redford, le novice, lui ravissait soudain la vedette partagée. Pour Newman, ce fut indigeste. Il concéda plus tard sa jalousie, « J'aurais mieux aimé camper Sundance », lâcha-t-il. Cette nonchalance cool, c'est le rôle le plus simple. Aveu sidérant, le colosse Paul Newman jalousait le personnage de Redford. Tandis qu'il se gondolait à l'écran, Newman bouillonnait en coulisses face à l'essor de Redford. Pour The Sting, l'équilibre avait basculé. Redford était une pointure autonome. Le studio le priorisait désormais. Redford alla jusqu'à rogner son propre deal pour que Newman empochât le salaire qu'il réclamait. Geste noble en surface, mais pour les observateurs, symptôme d'une brèche. Newman se sentait supplanté, alors que Redford saisissait que leur amitié masquait une empoignade. Les crispations s'amoncelèrent. Newman, modèle de ponctualité, tolérait mal les contretemps de Redford. Dans ses mémoires, il nota crûment « On ne peut pas miser sur Redford. On ignore s'il pointera. C'est comme ça. » Sa fille, Clea Newman, corrobora « Papa était maniaque de la minute. Bob, eh bien, disons que ce n'était pas son créneau. » De son bord, Redford s'agaçait de voir Newman s'immiscer de plus en plus dans les rouages de production. Sur The Sting, Newman se comportait en quasi-producteur, opinant sur les dialogues, les choix d'acteurs, jusqu'au cadrage. Redford se confia ultérieurement à des proches, il a quitté le rôle de partenaire pour endosser celui d'adversaire. Jamais d'esclandre public chez ces deux-là. Leur antagonisme resta feutré, lissé pour les objectifs. Mais l'entourage percevait l'usure de la confiance. Redford vénérait le génie de Newman, mais abhorrait son esprit calculateur. Il lâcha un jour que Newman feignait l'ingénuité pour rafler plus que sa part. Pour Redford, c'était une ruse incompatible avec son credo de rigueur, de loyauté et d'effort. Leur attache, comprit-il, se nourrissait autant de rivalité que d'estime. Le public fantasmait un troisième volet. Pendant des lustres, script en pagaille, préquel de Butch Cassidy, sequel de The Sting, ou même adaptation de A Walk in the Woods de Bill Brison. Redford militait, Newman tergiversait. Au tournant des années 2000, Newman fléchit. Il raccrocha en 2007, s'éteignant l'an d'après, scellant tout comeback. Mais des insiders proposent une autre thèse, leur lien s'était glacé. Trop d'années de rancœur, de retard et de heurts créatifs avaient érodé l'étincelle primitive. Dustin Hoffman. Une collaboration, et basta. En évoquant All the President S-Men en 1976, on imagine deux mastodontes du cinéma US, Robert Redford et Dustin Hoffman, flanc à flanc en Bob Woodward et Carl Bernstein. Le long-métrage reste un pilier, disséqué dans les facs de journalisme. Et pourtant, derrière ce jalon culturel, bouillonnait une animosité si féroce qu'elle vaccina Redford contre tout rempilage avec Hoffman. Redford, qui avait acquis les droits du bouquin de Woodward et Bernstein et porté le bébé à lui seul, prônait l'ordre, la cohérence et la finesse. Acteur au service du metteur en scène, il excellait dans la concentration, la préparation, le détail. Hoffman, lui, prospérait dans le désordre. Fils de la méthode acting, il improvisait à tout va, déplaçait ses marques en live et osait même squatter la lumière de Redford pour squatter le cadre. Le bilan ? Un pugilat quotidien. Les crews se rappellent Redford se retenant à grand-peine, trop pro pour craquer, mais au bord du gouffre. Pas de clash frontal, rapporta un chef électro plus tard.
Mais l'atmosphère se chargeait dès qu'Hoffman lançait une de ses lubies. Redford concevait le cinéma en sport collectif, tous au diapason d'une vision partagée. Hoffman posait que le vrai naissait de l'instant, quitte à chambouler le tout. Il briefait une séquence d'une façon, puis la déviait à la caméra. Une volée d'appels en salle de rédac vira mythique sur le set. Hoffman enchaîna 7 takes, chacun avec cadence, timbre et ligne ad-lib distincts. Redford, forcé de rebondir à chaque coup, fulminait. Alan J. Pakula, le Elmer, slaloma en funambule entre les égaux, veillant à ce que la fissure ne s'élargisse pas. Mais le dégât était consommé. On bâtit un récit, murmura Redford à Pakula, ulcéré. Pas une chasse aux éclats fugaces. L'ironie? Tous deux idolâtraient l'authenticité. Redford avait talonné Woodward et moi. Hoffman s'était greffé chez Bernstein, mimant sa foulée, son phrasé, jusqu'à ses tics. Mais là où Redford posait l'immersion en socle préparatoire, Hoffman en faisait un show perpétuel, poussant les curseurs. Bernstein lui-même avoua que l'approche d'Hoffman pouvait étouffer, précisant que son mimétisme vorace mettait sa compagne Nora Ephron mal à l'aise. C'est comme si tu lui dérobais l'essence, lâcha-t-elle. Pour Redford, cette frénésie n'était pas vertueuse. Elle était déstabilisante. À chaque fois qu'Hoffman captait le spotlight, Redford sentait l'harmonie narrative s'évaporer. Quand Hall the President S-Men rafla 4 Oscars, on fantasma un duo Redford-Hoffman en successeur de Newman-Redford. Mais Redford avait tranché. Jamais de critique ouverte, jamais de pugilat public. Il se borna à esquiver le bis. Des années après, interrogé sur l'absence de suite, sa réplique fut concise, mais gorgée de sous-texte, une fois, ça suffit. Ces mots portaient toute la charge de ses tourments. Les digues, les coupes, les ajustements sans fin. Jane Fonda. Des accros avec la Gent féminine. À l'écran, Robert Redford et Jane Fonda paraissaient taillés l'un pour l'autre. De Barefoot in the Park à The Electric Horseman, et bien des années plus tard, Horse at Night, leur vibe semblait éternelle. Mais Fonda pulvérisa le mythe à Cannes, confessant, il détestait les baisers. Il est perpétuellement grognon, et j'ai toujours cru que c'était à cause de moi. C'est un type bien. Il a juste un blocage avec les femmes. Leur première, The Chase, fut pro mais frisquette. L'année d'après, Barefoot in the Park vit Fonda en jeune épousée espiègle face au juriste guindé de Redford. Tube au guichet, mais backstage, Fonda tiqua déjà sur son détachement. Elle admit des lustres plus tard s'être entichée de lui. Redford érigea des remparts, refusant de flouter les lignes entre rôle et réel. Pour Fonda, chaque plateau recyclait le même script. Sa bouderie, ses faux bons, son retrait face aux élans amoureux des persos. Pour Redford, l'exubérance, la fougue et la ténacité de Fonda heurtaient son tempérament distant et cadré. Le hic s'éternisa. Fonda fut cash, il fuyait les baisers. Elle ne l'affronta pas de front, mais son irritation suintait. Redford, lui, posait l'intime comme une frontière sacrée. Il dosait ce qu'il offrait et retenait, laissant sa vis-à-vis perplexe. Pour The Electric Horseman, Fonda avait enchaîné 2 divorces. Redford, casé pour de bon. Mais le mur persistait. Ils se cabrèrent dans la scène torride, posant des garde-fous qui asphyxièrent la passion pourtant palpable à l'écran. Fonda avoua s'être blâmé longtemps pour cette glace. J'imaginais que c'était moi. Ce n'est qu'en 2017, sur Horse at Night, en le voyant poindre 3 heures en retard, visiblement courroucé, qu'elle pigea. Le souci était sien, pas sien. Sa pique à Cannes condensait des décennies de malaise, un type bien. Juste un blocage avec les femmes. Gene Hackman. Du respect à l'aversion. Quand Robert Redford et Gene Hackman se télescopèrent sur Downhill Racer en 1969, le pairing sonnait prometteur. 2 talents en pleine bourre, réputés pour leur acharnement à imprimer le New Hollywood. À l'écran, ça claqua. Hackman en coach de ski tyrannique, Redford en prodige conquérant. Mais hors champ, l'estime vira au dégoût. Redford décrivit plus tard Hackman comme un marteau dans une boutique de porcelaine. Hackman, lui, taxait Redford d'abruti. L'entente mutuelle ne tint pas le choc. Ça partit d'un clash de tempérament. Redford, rigoureux, stratège, quasi maniaque dans ses reps. Hackman, imprévisible, rugueux, volcanique, allergique à tout cadre. Michael Ritchie, le réal,
spectateur des heures, résuma, Jen aimait Redford, mais il était obsédé par le ski. Redford traquait la finesse, les strates affectives, la justesse par plan. Ackman abordait chaque séquence en arène. Il braillait aux répètes, contestait la direction, snobait les directives si elles bridaient son flux. Pour Redford, adepte du collectif, c'était l'anarchie. On ignorait quel gène débarquerait, se remémore un crew. Génial ou grognon. La flamme de Redford pour le sujet en rajouta. Planqué à Aspen des années, il visait un ski movie authentique, mais son zèle faillit torpiller le tournage. Juste avant le clap, il se fracassa le genou en motoneige. Les docs prônèrent la sagesse. Redford s'en ficha et tint à caser lui-même les sauts périlleux. Ackman explosa, cet abruti sait-il pour les polices, tempêta-t-il auprès du prodé Walter Koblenz. S'il foire, on plie bagage. Pour Ackman, ce n'était pas de l'art, mais de la témérité. L'entêtement de Redford valida son verdict, partenaire arrogant et inepte. Le clash culmina sur une scène pivot, chargée d'émoi. Ackman, vexé par un éclairage défavorable, s'enferma dans sa loge et bloqua tout. Le set en stand-by, l'équipe sur les nerfs. Redford y alla, ouvrit la porte et, devant tous, balança, « Ce n'est pas ton show, Jen. C'est un effort groupé. Tu joues ou tu files ?» Ackman émergea, mais l'affront resta gravé. Dès lors, silence radio hors caméra. Ils ne s'adressèrent plus un mot. Barbra Streisand. Des sous-vêtements en armure. Sur le papier, The Way We Were avait tout du sans faute. Robert Redford, le beau gosse auréolé, face à Barbra Streisand, l'actrice chanteuse indomptable, déjà diva à 30 piges. Le film cartonna en salle et hanta les rêves publics des décennies. Mais en loge, le duo fut tout sauf idyllique. Pour Redford, bosser avec Streisand fut un calvaire extrême, à ne pas rééditer. Dès l'origine, Redford freina des 4 fers. Sidney Pollack mit 8 mois à le circonvenir pour le rôle de Hubel Gardinet face à Cathy de Streisand. Son objection fut tranchante, elle n'a jamais été mise à l'épreuve. Sa fama, c'est la mégalo. Elle se mettra en scène. Ça capotera. Redford craignait aussi qu'elle ne déborde de son rôle de crôneuse. Elle ne chantera pas, hein? Pas au milieu du film. Son angoisse se vérifia. Streisand entonna le thème, qui éblouit et devint légendaire, reléguant les perfs au second plan. Streisand fut captivé par Redford, ce qui gonfla le malaise. Il posa vite des bornes, tout ce que je te confie sur moi est gratuit, parce que je le veux, pas parce que tu t'octroies le droit. La crispation s'étira jusqu'à leur duo sensuel. Redford empila 2 boxeurs pour se blinder contre elle. Streisand, elle, glissa un one-piece sous ses fringues pour les passages intimes. Pollack les apaisa, ça rendra romantique, pas charnel, mais le blocage sauta aux yeux de tous. Les duels virèrent légendaires. Les 2 titans réclamèrent leur profil gauche, forçant le caméraman à des chorés cadrés alambiqués pour les contenter sans casser le flow. Redford, d'ordinaire zen et souverain, s'agaça du joug de Streisand. Un jour, il la charria en pleine prise, pivotant vers son mauvais côté. Streisand se figea, mortifiée à l'écran. Les témoins notèrent un climat crispé mais courtois, 2 primadonnas se disputant la barre en simulant l'harmonie. Mais l'ego de Redford n'arrangea rien. Il bannit toute ligne impliquant une faiblesse. Dans un moment, son perso devait concéder, ce sera mieux cette fois. Refus catégorique, ça laisserait penser que je suis nul au plumard. Il zappa aussi une réplique sur des cheveux grisonnants, Hubel ne blanchirait jamais. Streisand dominait, mais Redford était de granit. Le plateau muta en ring. Au final, raz-de-marée, Streisand rafla les lauriers, nominé aux Oscars et couronné pour la chanson. Redford? Snobé. Les plumes notèrent son Hubel fade et sous-cuit face à la Cathy flamboyante de Streisand. Pour Redford, affront pur. Il avait anticipé le fiasco, enduré des mois de bisbille pour se faire éclipser à l'écran comme au prix. Quand une suite fut murmurée, il trancha net, j'en voulais pas, mais Barbara oui. Le genre d'acteur qu'il abhorrait, l'incarnation du baratin, l'ego brut, le piston d'agent. Pour Robert Redford, le vrai cancer d'Hollywood n'était ni l'oseille ni la gloire, mais l'ego. Ce spécimen qu'il vomissait, c'était celui qui muait chaque œuvre en sanctuaire personnel, son blaze en gros sur l'affiche,
comme si intrigue, Elmer et troupe n'étaient que faire valoir. Pour lui, pur pipeau, égo nu, coup de piston. Redford le savait par cœur. Grand, canon, magnétique, le rêve des majors pour fourguer des tickets. Son minois encaissait, son nom remplissait. Mais là où des pères comme Jack Nicholson ou John Wayne embrassaient le game, Redford s'y rebellait. Il voulait s'effacer dans Jeremiah Johnson, pas se fourguer comme Robert Redford, idole des chiffres. Ce qui le rendait fou, c'étaient ces acteurs canalisant leur aura pour s'élever au-dessus du film. Un plat à sauce Paul Newman ou un carrosse Jack Nicholson finissait par broyer l'âme artistique au profit de l'histoire. Pour Redford, c'était Hollywood à son plus pourri. Le 7e art en étalage narcissique, pas en terre de vérité. Il l'illustrait par ses actes. Pour Ordinary People, son premier coup comme réal, Oscar en poche, il veut à toute promo à son nom. Même auréolé de ce droit, il recula face à l'orgueil. Pour lui, ces vedettes se pavanant incarnaient le poison de l'art. Le moi d'abord, la profondeur ensuite, le buzz avant le cran. Elles minaient le partage, industrialisaient la création, et ne lui inspiraient que dédain. C'est pourquoi, en listant ces bêtes noires, ce n'était pas qu'intime, c'était une croisade. Il haïssait se plaçant leur ego avant le cinéma. Et vous, qu'en dites-vous? Ces griefs étaient-ils légitimes, ou juste un autre ego hollywoodien en furie? Laissez un com, liker et partager pour plonger dans d'autres récits sur les duels les plus noirs du showbiz.